du temps à faire redescendre la session Windows. Un petit peu. Non, bien, j'ai pas encore fait la feuille de présence. Et combien sur le truc? Alors attendez. Je vais le faire là. Alors juste 2 petites secondes parce que je pense que mon SMD l'a planté sur la VM. On va le relancer. Ok, l'exchange il remonte. Ok, nickel. Non, Paul, pour le moment, on prépare pas de VM avec AD. Je vous dirai quand est-ce qu'on le fera. D'accord? Je vous dirai quand est-ce qu'on le fera. Euh, alors, c'est ce que j'ai utilisé donc pour installer mon Exchange. Je pense que c'est la manière la plus facile de l'installer parmi toutes les manières que vous pourrez trouver. C'est de récupérer ce package-là. Donc ce package-là, je le laisserai, je pense, au CFIAC directement. D'accord? Pour ceux qui voudront tester, ce sera plus simple. Après, je vais vous donner les liens quand même pour les télécharger. Donc ça, c'était le lien du Exchange, vous savez, qui, même fait créer, a dit que ça mettait du temps à être téléchargé. Donc ça fait 5 gigas. D'accord? Ça, c'est un framework. On a besoin d'un framework qui s'appelle Net Framework qui existe sous Windows. OK? Ça, c'est un Visual Credit. Alors, sans rentrer dans les détails, ces trois petits logiciels là nous permettent de pouvoir utiliser Exchange et de préparer notre Windows à pouvoir utiliser Exchange. D'accord? Sans trop rentrer dans les détails. OK? Donc avec ces quatre choses là, on peut installer Exchange. D'accord? Donc là, mon Exchange il est déjà installé sur celui-là, mais techniquement, si je devais vous le refaire, euh, ça serait assez simple. Alors, ce que vous devez faire, donc déjà, premièrement, comme je vous ai dit, vous devez avoir un contrôleur de domaine avec des utilisateurs. D'accord? Ensuite, euh, ensuite, ce que vous devez faire, il faut que vous créez donc une autre VM avec un Windows 2016. Et cette VM-là, elle doit être ajoutée au domaine. D'accord? Alors, on va empêcher les mises à jour de se faire, on n'en veut pas. D'accord? Donc jusque-là, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tout le monde sait faire ça? Joindre une machine à un domaine? Donc là, je vous prépare pour ce qu'on fera. Alors, soit si on avance un peu vite, on le fera peut-être tout à l'heure. On commencera en tout cas à le faire. Soit sinon, c'est ce qui sera fait plus ou moins demain. Alors après, encore une fois, installer Exchange. Euh, non, pour le moment, ne le fais pas. Je- si vous avez des machines à la maison qui vont vous suivre, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez le faire. D'accord? Mais je sais que pour beaucoup, les machines ne vont pas suivre. Donc, plutôt que de perdre son... Parce que c'est ce qui m'arrive avec la 18 et la 19, c'est que plutôt que de perdre du temps et essayer de faire une installation qui marchera pas, d'accord? Je préfère que vous fassiez l'installation quand vous aurez le cours Exchange en entier au CFIAC pour les 15, vu que les 16, bon, vous l'avez eu, donc nickel. Si vous avez tous réussi à l'installer, nickel. Donc, les 15, l'installation, si c'est pas moi qui vous ai en Exchange, en tout cas, je vous laisse le tuto entier, d'accord? Pour les 16 aussi, hein, je vous laisse le tuto entier en tout cas, mon installation à moi d'Exchange, qui est un peu différente, donc je trouve plus simple pour l'installer. D'accord, avec les liens des packages à récupérer. Je vous les mettrai peut-être même dans la classroom, les petits packages, d'accord, avec le lien du Exchange. Et techniquement, il s'installe sans erreur, ma manière de faire, d'accord. Là, on va plutôt voir le côté administration. Ok, je vais quand même vous faire 2-3 minutes sur comment est-ce que ça s'installe, d'accord, mais vous aurez un tuto entier. Ok, euh, je préfère faire ça plutôt que de vous laisser installer pendant une journée en sachant pertinemment que vous allez juste faire que du bug pendant une journée. D'accord. Et voilà, j'avais des élèves qui ont fait 5-6 VM, ils ont dû recommencer 5-6 fois des VM. D'accord, que c'est pas spécialement pertinent. Là, on est à un niveau de formation.
Voilà, vous êtes arrivé à un niveau de formation, vous faire des VM, c'est bon, on a passé ce cap-là. D'accord. Euh, alors, qu'est-ce que je disais? Oui, donc au niveau de l'installation, donc je vous disais, vous prenez donc, premièrement, il vous faut un AD. Vous vous rappelez dans les prérequis, c'est ce qu'on avait dit. N'hésitez pas à me couper hein, si je vais vite ou s'il y a quelque chose qui vous semble pas clair. Premièrement, il vous faut donc un Active Directory. Ça faisait partie des prérequis qu'il fallait. OK? Votre Active Directory, une fois qu'il est en place, que vos utilisateurs ils sont bien créés, ce que vous faites, vous lancez une deuxième VM, un Windows Server, d'accord? Que moi j'appelais SRVEXH pour Exchange, sur lequel j'ai installé mon Exchange, d'accord? Cette machine-là, elle doit être jointe au domaine, d'accord? Donc elle doit faire partie de mon AD, pardon. OK? Une fois que c'est le cas, une fois que c'est bon et c'est le cas, ce que vous faites, c'est que vous devez monter l'ISO qui est là, d'accord? Vous devez faire clic droit dessus et le monter. Ça veut dire qu'il faut qu'il apparaisse comme un disque. D'accord? C'est ça monter. D'accord? C'est comme pour Linux. Ok? Alors vous avez vu, hein, c'est une VM qui tire beaucoup parce que mon PC rame jamais. Et là, la VM, elle est un peu en train de me faire ramer parce que j'ai d'autres trucs qui tournent derrière. D'accord? Donc elle est en train de tirer un petit peu. Elle est à 8 Go, mais j'ai 20 Go. Donc normalement, ça ne devrait pas arriver. Mais elle est en train de tirer pas mal de ressources parce qu'il n'a pas encore complètement démarré. Alors vous avez vu là en bas à droite, j'ai lecteur DVD Exchange. Donc là, il a bien été monté. D'accord? On va juste couper le Windows Update. Voilà, donc là, j'ai bien mon Exchange qui a été monté comme disque, d'accord? Bon, cette fenêtre-là, je peux la fermer. Et celle-là aussi, d'ailleurs, j'en ai pas besoin. D'accord? Donc là, si je vais dans mon explorateur de fichiers et que je vais sur ce PC, j'ai mon disque C, pas de problème. J'ai un... Ah oui, je me suis rajouté 2 disques hein, en plus, d'accord? On verra pourquoi tout à l'heure. Ok, je me suis rajouté 2 disques en plus. De toute façon, prenez toujours l'habitude, surtout sur les serveurs Windows, le disque C, vous le laissez uniquement pour le système. Je ne mets aucune data dedans. Les data, je les mets dans un disque que j'appelle data. D'accord? Et les logs, je les mets dans un disque que j'appelle log. D'accord? Ça, c'est une habitude que vous devez prendre, même sur des machines Linux. Il faut toujours prendre l'habitude de vous dire que tel disque qui gère le système, tel disque qui gère la donnée, tel disque qui gère les logs. Pourquoi? Parce que si j'ai un disque qui va péter ici, je sais au moins que qu'est-ce que j'ai perdu déjà comme information. Et surtout, bah, je perds pas tout d'un coup. Et en plus, si je veux faire de la redondance ou si je veux faire de la recherche, c'est plus facile. D'accord? Donc ça, c'est une arborescence de Windows qui est parfaite pour une entreprise. D'accord? Un disque pour mon système, un disque pour mes données, un disque pour mes logs. D'accord? Alors, mon Exchange, il est ici. OK? Dans le Exchange, on a une... si je rentre dedans, donc oui, je prends les droits, évidemment. D'accord? Alors, je vais pas le laisser aller plus loin, parce que ça va me gêner. Alors, dans cet ISO-là, j'ai un fichier qui s'appelle setup.exe. D'accord? C'est ce setup.exe là qui va me permettre de faire l'installation de mon Exchange. D'accord? Ok, donc ça après, vous aurez sur le tuto exactement quelles sont les deux commandes à mettre. D'accord? Et ensuite, vous pourrez avancer dessus directement. Ok? Alors, pardon, ce que je souhaite qu'on voit ensemble. Alors, j'ai encore coupé quelques petites choses, comme ça on va gagner en RAM, ça sera meilleur. Voilà. Donc une fois que l'installation elle est correcte, d'accord, on va venir récupérer l'adresse IP de notre serveur parce que je ne m'en rappelle plus. Euh, ok, donc là je suis en 192.168.0.20. Ok.
Alors, je peux accéder à mon exchange de plusieurs manières. D'accord? Il y a exactement trois outils d'administration. D'accord? Donc, on connaît exactement sur Exchange 2016. Il y a trois manières de pouvoir administrer votre exchange. La première, et c'est la plus pratique, je pense, surtout quand on commence, c'est l'interface ECP. Donc, c'est une interface graphique. Pour y accéder, c'est très simple. Il suffit de mettre l'adresse IP de votre machine. D'accord? Slash ECP. Alors, je me demande si j'aurais peut-être pas dû mettre un HTTPS avant. On va le faire comme ça et on va voir ce que ça va donner. Sinon, je vais le faire par le nom, hein. Ouais, ça serait bien qu'il arrête de me relancer en. Est-ce que c'était la bonne adresse IP? Je me souviens plus. Ouais, point 20. Ok. Je vais le faire avec le nom de la machine directement. Ça va être plus simple. Donc, HTTPS. Ok. Le nom de ma machine, c'est. Alors attention, c'est pas que le nom de la machine. Pour être tout à fait précis, c'est le FQDN. Alors, qui peut me préciser ce que c'est que le FQDN? Qui sait ce que c'est que le FQDN? Alors, est-ce que ça parle à quelqu'un, le FQDN? Ouais. Les logs, c'est là où tu mettras tes erreurs, Olivier. Les logs, c'est le jeu, c'est là où tu mettras le journal pas que les erreurs, mais tout ce qui va se passer. On appelle ça des logs. Alors, nom de la machine. Ouais, L'équivalent d'un suffix DNS. C'est le nom plus le domaine. c'est le nom plus le domaine. Alors, un FQDN, c'est ce qu'on appelle un nom pleinement qualifié. C'est-à-dire, c'est le nom de la machine suivi du nom de son domaine. D'accord? Donc, moi, ma machine, elle s'appelle SRVEX0H. Et on est sur le domaine cfiac.local. D'accord? Euh, donc, vous devez mettre le FQDN. OK? Alors, il va falloir que je la relance parce que je pense que j'ai mon DC qui tourne pas encore. On va voir ça. Alors, ça, c'est le exchange que j'avais fait avec les 18 et 19. Hein, donc, je ne l'ai pas rouvert depuis. On va aller voir ça au niveau du ECP. Alors, est-ce qu'elle répond encore la machine? C'est le premier truc déjà. Alors, on va tester celle-là. Ok. Est-ce que il ping son DC déjà? Il y a un problème ici au DC. Ok. Ok, nickel. Alors, j'ai ma pile TCP/IP qui a lâché. Du coup, ça va être bien galère pour la remettre. Ok. Alors, vous avez vu, il y a des trucs qu'il n'a pas reconnus, mais bon. Alors, normalement, j'ai pas le droit de faire ce que je viens de faire, hein. D'accord? Ça ne se fait absolument pas normalement. On va voir s'il l'accepte comme ça quand même ou pas.
Oui, un log, c'est un historique des événements. C'est ça, c'est le journal des événements, si tu préfères. En règle générale, on essaie de ne pas les laisser au même niveau on essaie de ne pas les laisser au même endroit non, même pas OCP. J'ai un problème de pile TCP/IP. Donc, je crois que j'ai un problème de carte réseau, là. Et ouais. C'est pour ça qu'on déplace jamais des VM, normalement. Alors, on va pas aimé que je déplace ma VM. On va voir ça. Ok, je suis bien sur du NAT. Alors, je pense que je vais être bon pour une réinstall. Au moins, ça va vous donner une idée de comment on l'installe. Ouais, j'ai mon 2IS qui a planté. Bon, c'est pas très grave, j'ai une VM à côté. On va s'en installer à nouveau. Alors, juste entre-temps, pour en revenir, donc, qui a pu avoir son Outlook en attendant? Je vais la faire redémarrer en attendant. C'est bon, je l'ai installé. Hein. Ok. Qui s'est logué dessus? Qui a pu se loguer sur son Outlook? Ouais, moi, monsieur, c'est bon, c'est carré. Moi, je bosse avec moi, là, c'est bon. On est un jour. Ok. Ok, nickel. Alors, parmi les choses que faut savoir au minimum pouvoir faire sur comme réglage depuis Outlook, alors on a dit que la signature, il faut que j'ai un logo d'entreprise dessus, d'accord? Je veux qu'il y ait un logo d'entreprise dessus. Je veux que vous m'envoyez un mail. Donc, avec, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous m'envoyer un mail qui vous semble le plus professionnel pour vous. Voilà, en me disant qu'effectivement vous êtes actuellement connecté pour suivre le cours Exchange, en gros. Mais voilà, je veux une signature dedans, d'accord. Je veux l'objet, d'accord, le titre. Je veux toutes ces choses-là, d'accord. Je veux voir quel type de signature vous avez mis en place. Ok. Alors, juste pour petite info, je vais quand même vous montrer comment est-ce qu'on met en place une signature sur Outlook, au passage. Alors, encore une fois, votre signature, elle peut inclure du texte, une image, toutes ces choses-là. D'accord. Une citation, si vous voulez. Donc, pour moi, personnellement, je considère qu'il faut qu'il y ait au minimum votre nom, le logo de votre entité. Vous pouvez mettre celui du CFIAC, par exemple, actuellement. Votre mail, d'accord. Et votre numéro de téléphone ou quelque chose comme ça. Donc là, pour le coup, vous mettez n'importe quoi, on s'en fout. D'accord. Mais pour une signature en entreprise, il vous faut ça, votre numéro de téléphone professionnel, évidemment. D'accord. Si vous en avez un, ça va de soi. Mais il faut au moins ces choses-là. Après, ce qui peut être bien aussi de mettre, c'est votre
votre poste exact. C'est toujours bien de savoir à qui est-ce qu'on est en train de parler. D'accord? C'est toujours une bonne chose de savoir à qui est-ce qu'on est en train de parler. Avec qui je parle, c'est quel poste il occupe la personne. Ça aussi, c'est toujours une bonne chose. D'accord? Mais une signature, aujourd'hui, voilà quoi, c'est obligatoire. Hein. Ok? Signature, c'est devenu obligatoire. Un mail sans signature, ça fait pas propre. D'accord? Un mail sans signature, ça fait pas propre du tout. Alors, selon si vous êtes sur le client lourd ou sur le client léger, si vous êtes sur le client léger, vous avez juste qu'à faire message, signature, hein, c'est assez simple. D'accord? Vous allez la trouver assez rapidement. Alors, vous avez tous pris Outlook de... Ok, normalement 2019, 2019, ça devrait pas y avoir trop de différence. Je crois qu'il n'y a pas du tout de changement même. Ok, donc les signatures, je vous explique. D'abord, vous pouvez faire plusieurs modèles de signatures, hein, d'accord? Vous pouvez faire plusieurs modèles de signatures, c'est-à-dire que vous pouvez partir du principe, surtout si par exemple vous avez différents clients, techniquement, vous pouvez vous faire plusieurs modèles de signatures, d'accord? Quelque chose qui est faisable, ok? Quoi d'autre qu'on pourrait mettre dans la signature? Vous avez le droit de mettre aussi vous avez le droit de mettre aussi un lien qui renverrait vers votre vers votre entité, d'accord? Ça, c'est quelque chose que vous avez le droit de faire, par exemple. Ok? Donc, si vous êtes sur le client lourd, vous devez faire nouveau courrier. Ok? Vous devez faire nouveau courrier. Et quand vous allez ouvrir votre nouveau courrier, du coup, attendez, je vais récupérer la petite fenêtre, elle va être là. Ok. Donc là, normalement, vous l'avez sur sur l'écran qui s'affiche. D'accord? Donc, vous allez venir faire nouveau message électronique, par exemple. Ok? Ok, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, du coup. Là, c'est ouvert dans mon autre écran, évidemment. Elle est là. D'accord? Et là, bon, moi, j'en ai déjà une donc, bah, la mienne, elle s'est affichée directement, d'accord? Ok? Tard, j'avais une question. Ouais, je C'est t'écoute. juste que par rapport à Mac, vu qu'il y a un peu de difficulté à les télécharger, et moi j'ai une adresse Outlook via web, je peux le faire dessus, c'est pareil, non? Ça revient au même. Depuis l'application web, Ouais, directement. ouais, tu peux. C'est juste, par contre, il faudra faire message et signature, il me semble. Ça, juste, Ok, il n'y a tu pas de trouves, ça problème. sera pas... C'est juste ça, comme ça m'évite de télécharger. Enfin, Pas de souci. ok, merci. D'accord, donc là, vous allez venir ici. Ok, moi, j'en ai déjà une qui est déjà prédéfinie, d'accord? Donc, si j'appuie dessus, elle va m'en mettre une nouvelle ici, d'accord? Bon, la mienne, elle se met automatiquement, d'accord? Ça m'évite, ça me permet de gagner du temps, d'accord? Donc, quand j'arrive, je commence mon message directement ici, ok? Et elle se met tout de suite automatiquement en bas, d'accord? Donc, moi, pour moi, une bonne signature, c'est plutôt ça, d'accord? Là, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Vous avez envie d'en créer une nouvelle, vous faites nouveau, d'accord? Vous donnez un nom à votre signature et c'est réglé. Ok. Par exemple, imaginons que votre Outlook il regroupe pardon, plusieurs adresses mail. Vous pouvez très bien faire une signature par adresse mail. D'accord? Ensuite, vous pouvez dire que pour les nouveaux messages, vous avez telle signature, mais quand par contre vous répondez ou vous transférez des messages, vous avez une autre signature. D'accord? Bon, moi, j'en ai qu'une seule, je ne me prends pas plus la tête. Ok? Ensuite, vous pouvez faire aussi des cartes de visite, si vous souhaitez. Ok? Moi, personnellement, j'en ai pas fait. D'accord? Donc, il y en a qui en ont, hein, ici, mais moi, personnellement, j'en ai pas fait. Ok? Alors, quoi d'autre? Je vais sonner. Donc une fois que vous avez fait votre signature, vous avez mis les logos que vous vouliez, etc., 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 etc.
D'accord? Donc là, si vous avez envie d'inclure des liens, ça sera plutôt ici. Ok? Plutôt à ce niveau-là. Des images, ça sera plutôt à droite ici. D'accord? Vous mettez l'écriture que vous avez envie de mettre, etc., etc. Donc là, je veux une signature avec donc votre logo, le nom en dessous, le poste que vous occupez, votre organisme et votre mail en dessous. D'accord? Ok? Donc, c'est pas plus compliqué que ça. D'accord? Ensuite, vous pouvez commencer à écrire. Et vous m'envoyez donc un mail à tar.cefiac@gmail.com. D'accord? Donc, allez-y. Donc, essayez de Monsieur m'envoyer le mail Tard, de la manière la plus propre possible. Ouais, vous avez fait la liste? effectivement, j'ai pas encore fait l'appel. Vous savez quoi, on va le faire là. Comme ça sera fait. Ouais. Et là, non, parce qu'en fait, au moment où vous êtes venu, en fait, mon ordinateur a planté. Apparemment, voilà, il y a des vieux malwares en fait qui se sont installés à l'arrière-plan de mon ordinateur. Donc, il a planté carrément. En fait, elle bouge pas. Donc, du coup, j'étais obligé de me connecter autrement. Ok, tu as accès quand même à Outlook ou pas? Non, non, parce que là, j'utilise mon téléphone, donc Ok, je d'accord, peux pas. essaie de suivre au maximum alors. Ok. Alors, par contre, si tu as le temps, essaie de réinstaller ou de réinstaller ton Windows ou quelque chose comme ça. Non, Comme en ça, fait, elle a planté. En fait, c'est une fenêtre Windows. En fait, Windows a bloqué en je sais pas quoi, des trucs comme ça. Et c'est une fenêtre en fait qui clignote en fait sur mon PC. Ouais, c'est très embêtant. En fait, je peux rien faire avec mon ordinateur, hein. Je peux même pas. Tu peux Il y a aucun redémarrer. bouton qui fonctionne. Tu peux redémarrer. Redémarrer, ouais, peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Redémarrer. Ouais, essaie de le redémarrer. Alors, mon mail, c'est vrai que je l'ai écrit en tout petit là. Il va être sur les notes partagées, hein, mon mail. D'accord? Mais par contre, donc du coup, pour la partie signature, en fait, j'ai Est-ce que tu peux le complètement faire raté. depuis, est-ce que tu peux le faire depuis ton téléphone? Je sais pas. Euh, non, c'est juste en théorie, en fait, pour essayer de voir ce que vous avez fait, en fait, là, ou l'onglet où vous êtes allé Alors, je suis allé dans pour, j'ai fait un nouveau courrier. Voilà, j'ai fait un nouveau courrier. Et dans le nouveau courrier, il y a écrit ouais. signature ici. Une Ah fois que oui, tu bah cliques c'est sur bon. signature, ouais, y a rien de compliqué, hein. Franchement, les trucs de Ouais, il y a messagerie, rien c'est vraiment, de. je Ah vous ai bah dit, c'est hein, bon. moi, Ouais. pour moi, c'est un cours d'une demi-journée, une journée maximum, hein, ce type de cours-là. C'est vraiment, c'est pas spécialement dur, hein, d'accord? Je vais vous montrer deux, trois Par fonctionnalités. Bon, après, contre, c'est assez par intuitif. contre, ok. Par contre, Monsieur Tahar, Ouais, j'ai une question. J'ai une question. Moi, j'utilise le câble RJ45. Je l'ai connecté directement au routeur. ouais. Et, euh, et là, en fait, mon ordinateur vient d'être infecté. Comment je fais pour savoir si le réseau aussi a été infecté? Parce que si le réseau est infecté, ça veut dire que voilà, on va pouvoir scanner mes appareils, en fait, Alors là, comme ça, tu pourras pas mes le mots de faire, passe et tout ça. à moins que tu te connectes à chacun de tes appareils pour voir. Après, dans une infra idéale, ce qu'il faudrait, c'est avoir des IPS et des IDS. D'accord? Comment je pourrais traduire ça en français, IDS, IPS? Des détecteurs d'intrusion et des protecteurs d'intrusion. C'est D'accord, une sorte de antivirus, si tu préfères, mais réseau. D'accord? Donc des IDS et des IPS. Là, malheureusement, je pense que tout ce que tu peux faire, c'est de checker chacune de tes machines si tu as vraiment envie de checker. Après, bon, les virus réseau, c'est quand même assez rare. d'accord, C'est pas ok. quelque chose qu'on fait Parce que ce facilement. qui est bizarre, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, quand je me connecte à,
un navigateur web, Ouais. n'importe, en fait, il est pas sécurisé, en fait, le navigateur web. Vous Il n'est pas voyez? en HTTPS, c'est ça En que tu veux fait, dire. ouais, il est pas, voilà, exactement, il est pas un HTTPS. C'est quand même Euh, bizarre, quand même. Bah, c'est que tu sors que par le port 80 ou que tu rentres que par le port 80, donc là, il y a un problème sur ta box, je pense. Ouais, pas, non, non, pas, il y a pas le port 443. Ouais. Ouais, c'est Il ce que j'ai faudrait, compris, en fait. faudrait peut-être que tu fasses une redirection depuis ta box et que tu forces tout ce qui arrive par le port 80 à passer par le 443. Ah, d'accord, ok, Comme ok, ça, même si ça sort par le ok. 443, Bah, t'es tranquille. je vais me connecter à mon routeur, hein, C'est quoi, c'est une box free que tu as derrière, c'est ça? Ouais, c'est une box free, ouais. Ouais, ça va, c'est son Ah, interface non, non, graphique, c'est c'est pas free, c'est Orange. Non, c'est Orange, Orange. d'accord. Bah, si c'est Orange, c'est assez facile aussi, normalement. C'est une interface graphique directement. Ouais. Donc, pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, ouais, tapez IDS, IPS, hein, d'accord? C'est des sortes de, comment je pourrais dire ça? En fait, c'est des systèmes qui vont détecter aussi bien les intrusions que, alors, les IDS, ils détectent les intrusions et ils peuvent même les supprimer. D'accord? L'inverse, pardon. Les IDS, ils vont détecter l'intrusion, mais ils ne vont pas la supprimer. Ils vont juste vous prévenir. Les IPS, ils sont capables d'en supprimer certaines. D'accord? Donc, un IDS et un IPS, ça marche ensemble. Souvent. D'accord? Alors, c'est pas encore si démocratisé que ça, mais il y a il y en a quand même quelques-uns qui utilisent déjà ça. Donc, ouais, c'est à connaître en tout cas. IPS, IDS, si vous tombez dessus. Ok. Et vous m'avez conseillé de faire quoi, justement, en fait, pour, pour ça? De rediriger ton port 80 sur le 443. Ouais, ça. Mais pour l'IPS, en fait, pour aller détecter, justement, l'intrusion et la supprimer, si possible. Bah, ça, faudrait que tu t'installes un IDS ou un IPS. Après, alors en logiciel, je sais pas du tout ce qui se fait en IDS, IPS. Je connais les machines, mais je connais pas en logiciel. Peut-être que PFSense fait ça. C'est possible que PFSense fasse du IDS. D'accord, ok. Ouais, il y a donc alors je crois que c'est Netgate qui gère PFSense, donc il y a des IDS et des IPS orientés PFSense. D'ailleurs, moi j'estime que maintenant que vous avez eu le cours de PFSense, vous devez tous avoir un PFSense à la maison normalement entre votre box et vos appareils en LAN, hein. Ouais, Non, je vais normalement. voir ça. Je vais voir Vous ça. êtes d'accord avec moi que normalement là, après votre box, il y a un firewall qui doit tourner, un vrai firewall, pas le Windows Defender qui sert à rien. Ouais, Le PFSense, c'est un des outils qu'on utilise le plus au quotidien quand même. Je veux dire, par rapport à ce que vous apprenez ici au CFIAC, s'il y a un des trucs qui vous sert le plus au quotidien en dehors du travail, ça va être PFSense. Mettez un PFSense, si c'est bien fait, chez vous, ça sera archi sécurisé, hein. Par contre, ouais, juste ne vous loupez pas, hein. Ne vous mettez surtout pas en bridge. Alors, si vous bridgez votre PFSense depuis la box, c'est comme si vous avez ouvert votre box sur Internet. Donc, si vous faites ça, soyez sûr de ce que vous faites. d'accord, D'accord? d'accord. Merci. Alors, j'ai reçu, je crois que j'ai reçu le mail de Vincent. Mettre, entre ton nom et le poste et tout, faut que ça soit un petit, mais sinon c'est nickel. Tu vois, genre, après peut-être c'est l'affichage que j'ai sur le Gmail hein, qui fait ça, mais tu vois, tu laisses pas trop d'espace. Ça, c'est mieux de vraiment ne pas laisser d'espace ici.
Comme ça, tu as une signature en mode monobloc. Il faut que ça prenne un petit bloc. Alors, moi, je vous conseille pour aussi bien vos recherches de travail, bon, recherche de travail, c'est sûr, stage, si vous n'avez pas encore tous vos stages, alternance, il faut une signature. Hein. C'est un code. D'accord? C'est un code, une signature. Ça veut savoir mettre en place une signature, c'est un code. Ça veut dire que vous êtes prêt pour le monde de l'entreprise, vous connaissez certains codes du monde de l'entreprise. D'accord? Ok. Le petit truc qui manque aussi, Vincent, c'est cordialement à la fin. Je sais pas, c'est un truc que tu vas retrouver tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peu importe ce que tu vas répondre, toujours il y a le. Sinon c'est nickel. Hein. Là, je peux te montrer un peu sur les échanges. Souvent, tu vas avoir des choses qui vont ressembler quand même beaucoup à ça, tu vois. Ouais, c'est vrai que le cordialement, généralement, je le mets directement dans la, dans Dans la la signature. signature. Ouais, ça peut être une très bonne idée aussi. Ouais. Comme ça, tu es sûr de jamais l'oublier, de pas te prendre la tête à le mettre. C'est ça. Voilà. Autre chose aussi que j'ai pu oublier, moi par exemple, c'est vrai que je l'ai pas dans ma signature. À chaque fois, je me dis, je vais le rajouter, je vais peut-être le faire aujourd'hui. C'est l'adresse. Comme ça, comme ça, on sait plus ou moins où est-ce que vous vous trouvez. D'accord? Nous, notre équipe, elle se trouve à la Défense. Ça peut être important de le noter. D'accord? Puisque au moins, on arrive plus ou moins à situer où est-ce que vous êtes. D'accord? Mais là, où est le cordialement, il revient assez souvent. Alors que ce type, il est dans le bureau, peut-être deux bureaux à côté de moi, quoi. Donc, on se dit pas cordialement tous les jours. On se voit, on prend notre café ensemble, il n'y a pas de souci. Mais voilà, quand on s'envoie des mails, il faut que ça. Donc, c'est devenu limite une habitude, d'accord. Donc, le mettre dans la signature, c'est une très très bonne chose. Le mettre dans la signature, c'est une très bonne chose. Donc, vous avez vu, hein, chacun après, il adapte un peu à sa sauce. Hein. Il y en a qui mettent pas l'adresse, il y en a qui mettent l'adresse, il y en a qui mettent. Voilà, chacun il adapte un peu. Donc, moi, celle-là, j'aime bien. Voilà, celle-là, je la trouve vraiment pas mal. Il y a son poste. Il y a toutes les entités qui gèrent, enfin, pour lesquelles il bosse. L'adresse en dessous, au niveau de la gestion des couleurs, c'est pas mal. Je trouve ça plutôt une bonne chose. Donc celle-là, j'aime bien. Mais oui, la petite signature, c'est voilà. C'est pas fou, hein. Je suis pas en train de vous dire que ça va vous décrocher des postes deux fois avec. Hein. C'est des b.a.-ba en fait. Et en fait, c'est pas ça. C'est que c'est ce qui vous permet de pas passer pour forcément un débutant quand vous arrivez. C'est-à-dire qu'on va pas se dire ah tiens lui c'est peut-être le gars qui arrive en alternance ou le stagiaire. Ça c'est surtout ça où ça fait la différence. C'est des petits, c'est voilà, c'est des codes. Hein, ça bouleverse pas le monde, mais voilà, c'est des petits trucs qui 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 renvoient un petit message quoi. Alors un des outils que moi j'aime bien sur Outlook, d'accord, c'est celui-là. C'est vérifier les noms, d'accord. Le vérifier les noms, il est pas mal. Pourquoi? Parce que euh, vous vous rappelez plus ou moins du nom du gars, d'accord. Vous savez que ça commence par ça, mais vous savez plus trop comment ça s'écrit, d'accord. Bon, celui-là il va apparaître directement, mais je sais plus. Bah, celui-là, ça va le faire. Voilà. J'ai un nouveau manager, je sais que ça commence à peu près par ça, mais je me rappelle plus. Donc je commence à écrire plus ou moins le nom. Je fais vérifier les noms. Il va me proposer tout ce qui commence par ça. D'accord? Donc c'est un outil que je trouve pas mal. Ça vous permet déjà de pas se tromper. Je vais alourdir un peu. Voilà. D'accord? C'est un outil que je trouve plutôt intéressant. D'ailleurs, c'est assez fou parce qu'il vous met tous les numéros de téléphone. Vous pouvez appeler directement. Vous avez le mail, vous avez pas mal de choses. D'accord? Je trouve que c'était cette personne-là. Donc je peux double-cliquer dessus et ça s'affiche automatiquement. Ensuite, l'autre chose aussi qui peut être bien, si vous envoyez un mail, vous pouvez faire assurer un suivi. Ça veut dire que vous avez un indicateur avec un suivi pour qu'on puisse vous faire un petit rappel pour vous dire bon bah par exemple tu dis je lui envoie un mail et bah, demain je veux avoir un rappel pour que voilà je rejette un œil à ce qu'il m'a répondu ou pas et que j'ai une petite relance quoi.
d'accord? Aussi, vous avez ça, importance haute. Imaginez, vous avez un mail qui est un peu urgent, vous voulez l'envoyer, ben vous mettez importance haute, d'accord? Quand il va le recevoir, en tant qu'importance haute, ça va s'afficher. Alors, je vais fermer ça. Alors, vous voyez, où est-ce que je peux en voir un? Là, par exemple, ça, ce mail-là, c'est une importance un peu haute, d'accord? Et d'ailleurs, il me l'indique, ce message a été envoyé avec l'importance haute, d'accord? Alors, ce petit signe-là que vous voyez en rouge, celui-là, ça indique que le message est crypté, d'accord? Donc là, on peut le décrypter parce que j'ai ma clé de cryptage qui est branchée. Mais si ma clé de cryptage n'était pas branchée, on ne pourrait pas lire ce message-là, d'accord? Donc regardez bien, signé par Quentin Von Pook, d'accord, qui est un collègue. Donc lui, il a crypté, et moi, en fait, comme ma clé elle est branchée, bah, ça la décrypte, d'accord? Donc ce petit signe-là en rouge, c'est-à-dire que le message il est crypté. Donc si un jour vous avez un message que vous n'arrivez pas à ouvrir et que vous voyez le petit signe là ici en rouge, c'est-à-dire que le message est crypté, d'accord? Donc alors je sais pas comment c'est dans les autres boîtes, mais à Orange, on commence à donner des clés USB de cryptage à quasiment tous les employés qui envoient des mails. Donc tous les employés en fait, parce que tout le monde envoie des mails. Du coup, ça va sûrement devenir une norme. D'accord? Alors, ouais, Philippe, pas mal. J'ai juste un petit. Alors, ok, juste faut. Alors, tac tac, ouais, juste sur l'image pour que ça soit un peu plus précis, c'est de trouver des images qui ressortent bien, peu importe sur quel support. Alors ça, c'est un conseil que vous devez mettre en place, surtout si vous faites de l'imagerie, mais en règle générale pour tout. En informatique, lorsque vous choisissez une image, partez du principe que comment vous êtes en train de la voir, le support sur lequel vous êtes en train de la voir, c'est pas forcément le support sur lequel vont le voir les autres. Exemple, votre image, elle sort parfaitement bien sur votre écran d'ordinateur, mais enfin, il faut que vous vous demandiez est-ce qu'elle va sortir aussi bien sur un écran de téléphone, d'accord? Ok? Donc il faut voir un peu tout ce que ça donne à chaque fois, ok? Mais sinon, pour le reste de la signature, c'est plutôt bon. Juste Philippe-du-bas Pinero, pas de majuscule dans les jamais de majuscule dans les mails, ça n'existe pas. Si tu mets une majuscule, elle sera remplacée par une minuscule. Mais si tu mets une majuscule, ça veut dire que généralement, c'est ceux qui n'ont pas l'habitude d'envoyer des mails qui mettent des majuscules. Donc par contre, ouais, il faut bien prendre l'habitude de jamais mettre de majuscules sur les mails. D'accord? Kadja, ouais, Kadja c'est propre, c'est pas mal. T'as mis en gras ton nom et tout, j'aime bien, c'est pas mal. D'accord? Euh, Ce type de mail là, par exemple, cette type de signature là, si vous voulez pas vous casser la tête, tu peux la garder comme ça. Là, tu te mets le logo du CFA au-dessus, par exemple, ou de la région Île-de-France, d'accord? Comme ça, le jour où tu changes de boîte et que tu commences à bosser ou que tu changes d'école, peu importe, tu auras juste qu'à changer là où tu as écrit stagiaire CFA, qui est le logo. Tu vois, tu garderas le reste, par exemple. D'accord? Ouais, Lucas, vraiment pas mal. Alors, Lucas, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien ce que tu as fait là. Alors, Lucas, tu l'as fait avec quoi? J'aime bien ta signature, Lucas. Tu l'as fait avec quoi? Monsieur, Ouais. votre écran, je crois, il est bloqué. Enfin, on voit pas. Hein. Non, c'est parce que là, je suis pas en train de bouger dessus. Hein. Là, je suis pas en train de bouger Ah, dessus. mais Je suis pourquoi en on train de voit regarder pas les. on a pas le droit de voir? Oui, c'est parce que j'ai pas affiché les mails de tout le monde directement, mais je vais en mettre deux trois. D'accord. Je vais en mettre deux trois. Euh, Après, franchement, j'avoue que j'aurais pu les mettre directement. Bah, attendez, je vais le Ouais, faire. comme ça, on voit à peu près ce que ça donne, quoi. D'accord. Si ça, alors, ça dérange personne que j'affiche les mails de tout le monde? S'il y en a un que ça dérange, il peut m'envoyer un message en privé, il n'y a pas de C'est problème. un mail, monsieur, c'est pas un 06. Hein. Ouais, non, mais on sait jamais. Hein. Il y en a peut-être qui ne préfèrent pas. Merci. Alors, ouais, alors en tout cas, Lucas, moi j'aime bien hein, ce que tu as fait, c'est pas mal. Après, oui, plus vous avez du temps, plus vous pouvez améliorer votre signature, effectivement, hein, d'accord? Prenez votre temps, avec le temps, vous allez avoir des signatures de plus en plus travaillées. Mais oui, c'est une bonne chose. Alors, je vais juste fermer.
trop de fenêtres ouvertes là, faut que j'en ferme quelques-unes. Alors, quand votre PC rame, par exemple, généralement, c'est quoi un des premiers trucs que vous fermez? Quand votre PC il rame un peu, c'est quoi un des premiers trucs que vous fermez? C'est quoi un des logiciels qui prend le plus de RAM? Là, si je ferais un contrôle alt-up, un gestionnaire de tâches, à votre avis, c'est quoi qui afficherait le plus de RAM utilisé? Outlook. Non. Navigateur web. Alors, bon, j'ai mon Exchange qui a relancé. C'est nickel. En tout cas, le OWA, il est relancé. C'est pour ça que je déteste Windows. T'as des pannes de fou et tu redémarres, elles sont plus là. C'est vraiment incroyable. Alors, non, c'est oui, excusez-moi, je crois que je l'ai entendu en plus. Pardon, désolé. Il y en a un qui a dit navigateur web, il me semble. Alors, navigateur web, ouais, c'est un des premiers trucs que vous devez fermer. Alors, depuis tout à l'heure, mon PC rame pas mal parce que j'ai un deuxième navigateur web qui tournait derrière que j'ai pas vu et c'est lui qui me tirait pas mal de RAM juste avant. D'accord? Donc, ouais, les navigateurs web, ça vous bouffe énormément. Surtout quand vous avez plein de fenêtres ouvertes. D'accord? Ça vous bouffe énormément. Alors, par contre, je crois que c'est Driss qui parlait de ça. Ouais, Photoshop. C'est quoi la spécificité de Photoshop? Par contre, par rapport à ça, par rapport à la RAM. Et il bouffe plus de cartes graphiques, non? Non, c'est pas par rapport à la carte graphique. Ouais, j'ai vu passer là. Ouais, c'est ça exactement. Photoshop, c'est le seul logiciel au monde qui prend autant de RAM que tu peux lui en offrir. Tous les logiciels, ils sont. Ouais, tous les logiciels, ils ont une limite. D'accord? La plupart des logiciels, vous pouvez avoir 32 gigas, vous pouvez leur donner 32 gigas, ils n'utiliseront que 8. D'accord? Photoshop, si vous lui mettez 128 gigas de RAM, il utilisera les 128 gigas de RAM. D'accord? Alors, l'imagerie, le montage vidéo, c'est ce qui nécessite probablement le plus de puissance. D'accord? Photoshop, c'est juste honnêtement, Adobe, ce qu'ils font en termes d'imagerie, c'est juste incroyable. Il y a personne qui arrive à les concurrencer hein, sur l'imagerie. Sur l'imagerie, il y a personne qui arrive vraiment à faire ne serait-ce que 20% de ce qu'ils font. D'accord? Actuellement, il y a des films entiers qui tournent sur de la techno d'Adobe. Hein, d'accord? Et pas des petits films, hein, des films. Il me semble que Avengers, le dernier, il est quasiment entièrement réalisé avec une techno Adobe. Hein. Donc si parmi vous il y en a que ça intéresse l'imagerie, c'est Adobe, hein, d'accord? Il n'y a aucune autre solution intéressante. Hein. Adobe, faut pas voir plus loin. Adobe directement, d'accord? Euh, ouais, alors. Donc, je reviens juste sur ce qu'on avait là tout à l'heure, d'accord? Alors, donc celui-là, c'était celui, pardon, de Vincent, d'accord? Donc, pour moi, c'était pas mal. Juste au niveau du logo, il faut que tu arrives à faire en sorte que le logo, tu vois, il dépasse pas ton écriture, que tu le mettes un peu plus serré ou que tu mettes une écriture un peu plus grande et que tu aies un peu de relief, genre du gras, des choses comme ça, hein, d'accord? Sinon, dans l'esprit, c'est plutôt ça, d'accord? Après, donc ici pour Philippe, plus ou moins pareil, d'accord, juste au niveau de l'image, d'accord, on n'arrive pas trop à voir ce que c'est comme image, on dirait une image un peu ancienne. Et évite juste au niveau des numéros de téléphone, évitez de mettre des tirets, juste parce que quand vous l'écrivez sur Outlook, quand vous l'écrivez sans tirer, il est reconnu comme un numéro de téléphone. Si j'ai envie de vous appeler via Skype, bah, jusqu'à faire un double clic avec Skype, d'accord, alors que là, je suis obligé de l'écrire.
C'est des petites choses, hein, c'est tout bête, hein, mais c'est le truc qui joue. Et pareil, pour les mails, jamais de majuscules. Jamais. Ni au début, ni à la fin, ni au milieu. D'accord? Ouais, Kadja, c'était bon. D'accord? Il manquait juste la petite image, mais c'était bon avec le petit truc en gras et tout ici. D'accord? Euh, Après, donc voilà, celle-là, moi j'avais bien aimé. D'accord? Donc, Lucas a dit qu'il avait fait sur Word, avec le petit logo. Alors, lorsque vous avez vous avez très bien aussi d'avoir, si vous êtes freelance ou quelque chose, vous avez le droit d'avoir votre propre logo. Alors, s'il vous plaît, si vous faites votre propre logo, faites quelque chose de carré. D'accord? N'allez pas sur les sites où vous faites des logos en 3 minutes. Ça se voit tout de suite. Et dites-vous que tout le monde connaît ces sites-là. D'accord? Donc, faites quelque chose de carré. Ok? Mais sinon, là, c'est très, très bien. D'accord? Ce qui peut être bien, c'est lorsque vous avez, voilà, des petites choses comme là, les LinkedIn, les Twitter, c'est de faire ce qu'on appelle des redirections. D'accord? L'idéal, ça serait que si je tape ici, ça m'emmène directement sur le LinkedIn de la personne. Si je tape ici sur son fil Twitter. D'accord? Si je tape ici sur son compte Gmail. Alors ça, par exemple, lorsque vous postulez, ça peut être très, très intéressant. D'accord? Très, très intéressant. Parce que la personne, elle a accès à toutes les données que vous avez envie de lui communiquer. Donc, j'insiste là-dessus, directement. D'accord? Ok? Après, par rapport à l'adresse, quand vous postulez, oui et non. Ça dépend. Si par exemple, vous savez que vous habitez très loin, vous mettez pas l'adresse. Pourquoi? Parce que ça peut pousser le recruteur à se dire, bah, vas-y, lui, il habite loin, il va souvent être en retard. Alors que, pas forcément, hein, vous pouvez habiter à côté et être en retard tout le temps. D'accord? Par contre, c'est vrai que si c'est une boîte qui est à côté de chez vous, pas très loin de chez vous, vous pouvez laisser l'adresse, par exemple. D'accord? Donc, c'est ça que je vous dis, il y a des signatures, on les adapte un petit peu de temps en temps. Ok, celle-là, nickel. Juste au niveau de la signature, ici, c'est trop long, la phrase. Tu vois, t'es trop long. Tu peux mettre technicien supérieur système réseau. T'as pas besoin de dire étudiant, tout ça. Tu peux mettre juste Ok, technicien. Ça, c'était un peu trop. D'accord, d'accord. c'est une signature, hein. Faut que ça soit, faut que t'aies des informations en gros, mais sinon c'était bon, d'accord. Très bien. Sachant que ouais, au centre de formation CFA, que t'as le truc au-dessus qui rappelle, donc y a pas de souci. Après, CEDMAT, c'est pas mal, d'accord. Ça c'est pas mal. Donc là, t'as un petit truc à scanner et tout ça, c'est pas mal, ok. Ce qui marche bien actuellement sur les CV, c'est de faire un QR code qui renverrait sur votre LinkedIn ou quelque chose comme ça, d'accord. Vous prenez votre CV, je sais pas, en bas à gauche ou en bas à droite, là où généralement vous mettez vos passions et tout le monde met plus ou moins les mêmes choses. Bon, au lieu de mettre les passions, mettez votre QR code. Vous voyez le LinkedIn là en QR code? C'est un QR code, si tu le scannes, ça renvoie sur ton LinkedIn. D'accord? Donc ça, c'est pas mal. D'accord? Ensuite, Fekria. Donc là, c'est propre, c'est carré, il y a une signature. D'accord? Donc ça aussi, c'est des choses qui se font pas mal. De mettre sa signature, c'est une bonne chose. D'accord? Avec le lieu et tout ce qu'il faut, le numéro de téléphone. D'accord? Et ça, c'est important. Mettre un rappel du site web. D'accord? Alors moi, par exemple, je la mets pas parce que dire juste orange.com, ça suffirait pas à renverrer sur mon entité. Mais si par exemple votre site, c'est réellement votre entité là où vous travaillez, bien évidemment, faut pas hésiter à les mettre. Surtout si par exemple, vous êtes en avant-vente. Si vous êtes en tant que personne qui est capable de ramener des clients à la boîte, effectivement, il faut mettre en avant la boîte. D'accord? Moi, c'est pas mon cas. Donc, je mets pas par exemple le site directement, mais évidemment, c'est à mettre, d'accord? Avec tous les petits rappels en dessous, c'est nickel, d'accord? Au niveau des Monsieur, couleurs, oui, c'est fait créer à Ikairi. Hein. j'ai pas entendu. C'est fait créer à Ikairi. Parce qu'on travaille ensemble, monsieur, c'est pour ça. Ah, d'accord. FK. Hein. Au niveau des couleurs, choisissez des couleurs qui vont de pair avec votre entreprise généralement. Ouais, bah, on l'a fait le logo là. Non, mais le noir, et avec ce qu'on a écrit en bleu. Ouais, bon, après, c'est une couleur de tristesse, mais bon. De qui quoi? Bah, après, si vos locaux ils sont en noir et blanc, c'est bon, hein. Ouais. Mais voilà, en règle générale, mettez une couleur de même d'écriture et tout qui va avec. Moi, sur ma signature, moi, j'aime pas la couleur orange, hein, d'accord? C'est pas du tout une couleur que j'aime bien, hein, mais bon. On va travailler chez Orange. Hein. Mais quand on travaille sur Orange, on est obligé d'aimer l'orange. Et c'est réel en plus. On me demande bah, les titres et tout pour mes documents, je suis obligé de souvent les mettre en orange, par exemple. D'accord, je dois avoir un DT là qui traîne quelque part. Si je vous montre un DAT, ce sera sûrement en orange.
Mais je crois qu'il y a un cahier des charges d'ailleurs, hein, quand vous créez un logo Orange. Il y a un cahier des charges à Alors, respecter, je crois. alors, le logo d'Orange, est-ce que quelqu'un a une idée de combien il a coûté? Je parle de celui, le petit carré blanc là, où il y a juste écrit Orange dessus. Lorsque France Télécom a décidé de renommer son nom Orange. Plusieurs milliers d'euros, hein, forcément. C'est quoi que tu appelles plusieurs milliers d'euros? Allez, moi, je pense 600 000 euros, je pense 600, 700 000 euros. Hein. Mais tu parles de quoi? Du logo en lui-même ou du fait qu'ils ont dû changer sur toutes les Non, non, je parle devantures, les de logos? la boîte qui a fait la boîte qui a fait la boîte qui a fait le logo, combien elle a encaissé? Je sais pas. Alors, le logo d'Orange, je parle vraiment du petit logo carré vert, hein, carré orange avec juste écrit Orange dessus, il a coûté 1 million d'euros. D'accord? Donc, lorsque je dois remplir des dossiers, des documents techniques, par exemple, voilà, je suis obligé de suivre certaines. Donc, vous voyez, il y a du orange partout, hein. D'accord? Donc, c'est dégueulasse, mais t'as pas le choix. Donc, si vous avez des couleurs en entreprise, Mais un million, c'est-à-dire 1 million d'euros actuels pour oui, un 1 million carré. d'euros. Oui, oui, 1 million d'euros actuel pour un carré orange. Mais il a vendu comment dans son dans sa prévente, le mec là? Ah, il a cartonné en tout cas. Après, je suis Ah, pas il a fait un spécialiste trait du coup. design et tout, hein. Franchement, Mais, excellent mais, le mec. mais il paraît que c'est un très beau logo. Je sais pas après sur quelle référence il se base réellement, hein, mais il paraît que c'est un très beau. Il paraît que c'est un beau logo. Pour ceux qui font du design, il paraît que c'est un logo qui parle bien aux gens, qui est facile à retenir, etc., etc. Mais bon. Mais non, mais normalement, un bon logo, c'est un logo simple. Hein. Oui, c'est ça. Vous C'est pour ça savez, celui-là, il est très simple, il parle tout de suite. c'est comme le logo de Carrefour, par exemple. En fait, normalement, vous avez 3 couleurs à respecter. Et c'est un logo simple. Un bon logo, c'est un logo simple. Un beau logo. Un beau logo. C'est ça. Donc alors le orange, il vient du feng shui apparemment, d'accord. C'est censé représenter la chaleur et la joie. Voilà. Après, je vous rappelle que France Télécom, c'est une boîte où les gens se suicidaient quand même, hein. Mais bon. Ah ouais, c'est fini. Ah, messieurs, vous avez bien vu sur le mail, il y a marqué prix non négociable. Là, ça sert à rien de gratter des centimes. Mais oui, en tout cas, gardez en tête que ouais, les logos, c'est donc en fait, si demain vous signez dans une boîte où ils se sont ruinés pour avoir deux trois couleurs et un logo qui est beau, voilà, Ouais. ils Ah, s'attendent ils à ont ce de que l'oseille. voilà, et ils s'attendent à ce que vous vous mettiez. Donc vous avez vu, hein, tous mes collaborateurs, on a le logo dedans, hein. C'est là, il y a pas un mail où t'as pas le logo qui apparaît. Donc après, quand tu le vois autant de fois, tu te dis que finalement 1 million d'euros, quand tu vois le logo orange, maintenant il est connu dans le monde entier, hein. C'est-à-dire que même aux États-Unis, ils connaissent ce logo-là. Le logo orange, c'est quelque chose qui parle vraiment partout. Vraiment, vraiment, vraiment partout. Donc après, ouais, c'est un investissement, mais voilà. C'est, euh, alors j'en étais à qui? J'ai oublié à qui j'en étais. Euh, hop, celui-là aussi, pas mal, j'aime bien. D'accord. Ouais, juste, bah pareil, en fait, tout va dépendre des couleurs que tu auras. Tout va dépendre des couleurs que tu auras. Par contre, un conseil, si demain vous arrivez dans une boîte, avoir son propre logo, c'est bien lorsqu'on est freelance, hein. D'accord? Si demain vous arrivez dans une boîte, si vous voyez d'abord que tout le monde a le logo de la boîte dans sa signature, mettez le logo de la boîte, hein. D'accord? Ne vous mettez pas en marge. Ok? Mais sinon, ouais, c'est plutôt une bonne chose. Si demain vous êtes freelance ou que dans la boîte on vous laisse faire plus ou moins comme vous voulez, vous pouvez mettre sans souci, hein. D'accord? Vous pouvez mettre votre logo. Alors, est-ce qu'il y en avait d'autres ou pas? Je sais plus. Je le récupère juste ici. Euh, ah oui, j'en ai reçu d'autres en attendant, entre temps.
Alors après, j'avais celle de Nabil. Bah, elle n'est pas apparue là sur mon truc, mais je l'ai sur mon téléphone. Donc ouais, classique, c'est très bon. Voilà, c'est simple, carré, c'est bien avec le logo du CEFIAC. Et Driss. Par contre, Driss, il me manque. J'ai que le logo. Attends, je vais essayer de la charger. Je vais vous montrer les deux dernières. Je vais remettre là déjà celle-là. Récupérer. Ok, il faut du texte autour, d'accord? Pas assez précis. Il me faut du texte, il me faut ton poste, qui tu es, toutes ces choses-là, d'accord? Euh, et du coup, Nabil, ouais, voilà. Nabil, moi, c'est quelque chose que j'aimais bien. C'est plutôt carré, d'accord? Une des techniques qui peuvent être bien, ouais, c'est que par exemple, vous écrivez votre texte en noir, vous mettez le texte de votre signature dans une couleur un peu plus claire. C'est pas mal, ça se fond bien sur le blanc, par exemple, d'accord? Donc, il y a des petites choses comme ça. Après, bon, ça se travaille avec le temps. La signature, elle change hein, avec le temps. Ok, c'est comme votre CV. Votre CV, pour le moment, il doit faire une page. D'accord? Après, ce que je vous conseille de faire, c'est de travailler votre CV. Et avec le temps, il faut que votre CV fasse plusieurs pages. D'accord? Plusieurs pages en rapport avec l'informatique. On est d'accord? Donc là, pour le moment, c'est normal qu'il n'y ait pas forcément de choses en rapport avec l'informatique. Mais je parle avec le temps. D'accord? Avec le temps, il faut que ça devienne, voilà, il faut que vous étoffiez votre CV. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez monter, alors c'est une réalité là dans les niveaux bac plus 2, au niveau des recrutements, souvent les RH ne prennent pas forcément énormément de temps pour regarder votre CV. C'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de personnes qui postulent. D'accord? Donc, plus vous montez et moins vous avez de gens qui postulent au même poste. D'accord? Du coup, on a plus de temps pour scruter les CV. Ok, donc les RH vont passer plus de temps sur votre CV. Donc là, vous pouvez vous permettre de fournir des CV de 3, 4, 5, 6 pages normales. D'accord? Tiens, d'ailleurs, j'ai reçu un mail intéressant. Donc, les dernières recommandations de l'ANSSI. Ok. On va jeter un œil tout à l'heure à ça. Ça pourrait être pas mal. L'ANSSI pour... qui connaît l'ANSSI d'ailleurs? Ça parle à quelqu'un, l'ANSSI? Alors, c'est l'autorité qui gère au niveau de la sécurité des systèmes d'information. D'accord? En France. Ok? C'est la plus grosse autorité de cybersécurité. Très actif en ce moment sur LinkedIn. Je vois qu'il recrute, il crée des nouveaux emplois, des nouvelles. L'ANSSI, ouais. L'ANSSI m'avait contacté en sortant du CEFIAC et finalement, j'avais laissé le poste à un camarade qui bossait avec moi et il a il a eu vraiment des très bonnes missions avec eux. Non, mais vraiment, j'ai vu, même sur LinkedIn, il crée même des emplois en fait. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, on est dans une ère où la cybersécurité occupe de plus en plus de place, hein, d'accord? Donc ça, c'est vous travaillez pour le gouvernement ouais, c'est la branche cybersécurité, si vous préférez, du gouvernement. C'est ça l'ANSSI, d'accord? En termes de recrutement, ils recrutent énormément. Ok. Si je me rappelle bien, parce que j'avais fait un entretien quand même chez eux, ils sont dans le 15e. Donc j'ai failli signer chez eux. Finalement, je l'ai pas fait, mais j'ai failli signer chez eux. Et ouais, et quand vous travaillez à l'ANSSI, techniquement, vous êtes rattaché à la défense et sécurité du territoire. D'accord? C'est une réelle armée en fait, hein, en réalité, hein, d'accord? Ouais, c'est vraiment une grosse boîte et ça sur un CV, c'est vrai que c'est pas mal l'ANSSI. Donc s'il y en a un jour qui a envie de faire de la cybersécurité, l'ANSSI c'est quelque chose, hein. D'accord? Alors, ok. Donc les signatures, c'est fait. On va profiter que
les VM ont recommencé à tourner. On va pouvoir retourner sur ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Donc tout à l'heure, avant que je sois coupé par ces VM, je prends la pause à 15h30. Comme ça, je vous montre juste le CP. Alors, j'ai oublié le mot de passe, je crois que c'est celui-là. Je ne me trompe pas. Ouais. Donc le CP, je vais le fermer, 2 minutes. Donc le centre d'administration Exchange, d'accord? Je vais m'y connecter. Par contre, ça rame bien. Même au niveau réseau, ça rame. Ok, on va attendre un petit peu. Donc, comme on disait tout à l'heure, il y a 3 outils pour pouvoir administrer Exchange. D'accord? Donc, le premier, c'est celui-là. Donc là, quand ça va se connecter, si ça se connecte, je vais arriver donc sur une interface graphique classique. D'accord? Et dessus, j'aurai plein de catégories. On va voir à quoi elle ressemble. D'accord? J'ai un deuxième outil, en attendant que le premier charge, qui s'appelle l'Exchange Toolbox. D'accord? L'Exchange Toolbox, si je viens la chercher, je viens la chercher ici. Ok, je viens ici. Alors, j'avoue qu'elle rame quand même vraiment pas mal ma VM. Bon, le CP s'est chargé entre temps. Voilà, donc l'Exchange Toolbox. Voilà, Exchange Toolbox. D'accord? Donc retenez bien, il y a 3 outils réels pour pouvoir gérer votre Exchange. D'accord? Le premier, on a dit qu'il s'appelle ECP. Alors vous voyez, pour vous connecter dessus, il faut que vous mettiez le FQDN de votre serveur /ECP. D'accord? C'est le plus facile, on va dire, à utiliser. Pourquoi? C'est de l'interface graphique. D'accord? Je peux faire plus ou moins tout ce que je veux ici. D'accord? Le deuxième, il s'appelle l'Exchange Toolbox. D'accord? Il est là. Il s'est ouvert en 2 fois. Je permets un. Alors, Exchange Toolbox, il a 3 outils en fait à l'intérieur, hein, d'accord? Il y en a un qui permet d'avoir des fichiers, des templates de fichiers de carnet d'adresses. Ça peut être bien pour déployer des carnets d'adresses, d'accord? Ok, c'est une sorte de petite boîte à outils. Ensuite, vous avez un lien qui permet de tester la configuration de son infra depuis l'extérieur. Donc, vous pouvez vous connecter directement dessus, d'accord? Et ensuite, vous pouvez voir aussi ce qu'on appelle les files d'attente du courrier. Alors, c'est quoi les files d'attente du courrier? Qui a une idée sur ce que c'est que les files d'attente du courrier? Qu'est-ce que j'entends par file d'attente du courrier? Le nombre de courriers qui passent? Alors, c'est pas le nombre. À la taille alors? Non. Le poids? Les courriers Non, en attente entre parenthèses, de livraison. Ouais, quand vous envoyez des messages, des mails, vous envoyez depuis un serveur tout seul, donc enfin vous envoyez depuis votre Outlook, il n'y a pas de problème. Mais à votre avis, le serveur, il reçoit combien de mails en même temps à envoyer? Un sacré lourd. Voilà. Du coup, il peut pas Une tout certaine envoyer en quantité. même temps. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai pas de file d'attente? Ça bouche le passage, on va dire. C'est risqué que le mail soit écrasé ou bien Exactement. En fait, le mail, il sera perdu. D'accord? Je vous rappelle qu'un serveur mail, il fonctionne un peu aussi comme un routeur. D'accord? Il doit router des mails c'est un routeur SMTP. Ok? Qu'est-ce qui se passe pour un routeur classique, un routeur IP qu'on a vu en réseau, s'il reçoit trop de trams en même temps, s'il reçoit plutôt trop de paquets IP? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va traiter les paquets IP qu'il peut traiter, ceux qu'il peut pas traiter parce qu'il n'a pas réussi à les récupérer, il va pas en tenir compte. Du coup, vous allez perdre des paquets. C'est pareil pour les mails. Si vous n'avez pas une gestion de la file d'attente, s'il n'y a pas de file d'attente, vous allez perdre ces mails-là. D'accord? Alors pour les routeurs, on appelle ça du queuing. Hein, d'accord? Il y a des routeurs sur lesquels on va mettre en place une sorte de file d'attente parce que on va se dire, ça c'est le gros routeur. Ici, si je mets pas du queuing, il y a moyen qu'il y ait des requêtes qui soient pas prises en compte parce que le routeur il sera débordé. D'accord? Donc c'est ça les files d'attente, d'accord? Donc ça c'est pour le Exchange Toolbox. On l'utilise pas beaucoup le Exchange Toolbox, hein, d'accord? On utilise donc comme je dis surtout le ECP. Il y a un autre outil qu'on utilise qui est en fait la commande PowerShell mais orientée
orienté orienté Exchange. D'accord? C'est du langage PowerShell, mais qui reprend surtout ce qu'il faut pour pouvoir manager Exchange. Elle s'appelle la Exchange Management Shell. D'accord? Donc c'est un shell, c'est un PowerShell d'ailleurs pour le coup, ok, qui permet de administrer Exchange. D'accord? Donc ces trois outils-là, pourquoi ça se fait en double à chaque fois? C'est fou. Donc ces trois outils-là permettent de gérer plus ou moins votre Exchange. D'accord? Alors sachez que autant le deuxième outil que je vous ai montré, il n'est pas spécialement utilisé de fou. D'accord? C'est surtout pour gérer les files d'attente et tout, mais il le fait déjà très bien Exchange. C'est seulement si vous avez envie de modifier certains petits paramètres. Autant la console PowerShell là, c'est très important. D'accord? Parce qu'il y a certaines opérations qui ne peuvent se faire que en PowerShell. Par exemple, si vous voulez faire des modifications sur plusieurs boîtes mail d'un coup, ou sur plusieurs bases de données d'un coup, ou sur plusieurs, enfin, tout ce qui va être action en lot, tout ça, ça ne se fera que sur PowerShell. D'accord? Ok? Donc là, vous n'aurez pas le choix. Ok? Sinon, bah, pour tout le reste, vous pouvez quand même passer par le ECP, il n'y a pas de souci. Alors, je vais me connecter à la ECP d'ailleurs. Je suis connecté. On va aller voir deux, trois choses dessus. Alors, généralement, lorsqu'on vient d'installer Exchange, donc celui-là, pour le coup, c'est pas le cas, parce qu'il tourne déjà, vous allez avoir une base de, alors, vous avez vu ici, je vais aller dans serveur, c'est tout ce qui va considérer, c'est tout ce qui va toucher à mon serveur. Et là, je vais aller voir la base de données. D'accord? Généralement, la base de données, elle a un nom très très long, très bizarre. D'accord? Donc, le mieux qu'il y ait à faire, elle va s'appeler souvent mailbox database avec un numéro qui suit. D'accord? Donc, c'est pas très compréhensible. Généralement, on va commencer d'abord par la renommer. D'accord? Moi, je les ai appelés MBX. Ok? C'est plus parlant. Ok? Donc, vous allez sélectionner la première que vous trouverez. Vous allez sur petit crayon. D'accord? Comme je vous dis, l'interface ECP, elle est assez intuitive. D'accord? Vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre. Et vous voyez là, ici, le MBX, c'est donc le nom, d'accord? Je change juste son nom ici, d'accord? Pour le moment, on fait que changer le nom. Ok, donc là, j'avais changé le nom et je l'avais appelé MBX01, d'accord? Donc je vous rappelle, hein, les bases de données, c'est là où je vais mettre mes boîtes mail, hein, d'accord? Vous vous rappelez? Donc par défaut, la base de données, elle est créée dans le dossier d'installation d'Exchange. Par contre, nous, on a dit quoi? On a dit qu'on ne laissait pas on a dit qu'on ne laissait pas on a dit qu'on ne laissait pas les datas se mettre, les datas et les logs, on ne les laissait jamais se mettre sur le disque C. D'accord? Donc ça, par contre, c'est pas bon. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti créer deux disques. Un pour la data, d'accord? Et un pour les logs. Donc là, techniquement, si je vais sur ce PC, j'ai bien un deuxième disque. Donc un pour la data, et normalement dedans, j'ai MBX01, donc j'ai créé un dossier pour MBX01, un pour MBX02, d'accord? Si je vais encore dedans, alors vous avez vu, j'ai encore d'autres dossiers, puisque forcément ma base de données elle a tourné. Ok. Pareillement pour les logs. En règle générale, on va modifier quand même ça. On va pas les laisser. Donc vous avez vu, hein, c'est pas quelque chose que j'utilise énormément, cette VM-là, et vous avez déjà pas mal de logs qui tournent dessus. D'accord? Donc j'ai créé ces fichiers-là. Ok. Et via PowerShell, j'ai modifié en fait, j'ai modifié tout simplement le chemin que j'avais ici. D'accord? Donc par défaut, je vais vous le remontrer. Par défaut, ça venait je vais sélectionner avant. Donc par défaut, il venait se mettre sur le disque C. OK. Et moi, ça m'arrangeait pas. C'est incroyable, il n'arrête pas d'ouvrir deux fenêtres en même temps à chaque fois. Donc, ou vous pouvez le faire directement ici en venant faire une modification à la main, d'accord? Quand il aura envie de s'ouvrir, forcément. Ou sinon, vous pouvez le faire même directement par PowerShell. Évidemment, par contre, il faut avoir la commande. D'accord? Commande qui se retrouve facilement hein,
Sur PowerShell, je vous rappelle que toutes les commandes sont affichées. Il faut juste savoir bien lire et bien chercher. Ok, on va laisser un peu charger. Ok, bon, on attend qu'il charge. Quoi d'autre? Parmi les choses aussi qu'il faut régler, c'est indiquer quel est le domaine de votre exchange. D'accord? Donc pour cela, ça se passe dans flux de courrier. Ok? Dans flux de courrier, vous allez dans domaine accepté. D'accord? Donc votre exchange, techniquement, il peut gérer plusieurs domaines. Ok? Donc, moi, mon domaine, c'est cfiac.local parce que tout simplement, sur ma machine DC qui est là, j'ai créé le domaine cfiac.local. D'accord? Je peux aller chercher très loin. Ok? Donc, il apparaissait pas spécialement au début. Vous faites un plus ici. Vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et vous aurez juste qu'à remplir le nom de votre domaine. C'est bizarre qu'il rame autant quand même. Peut-être de voir le croquet. On va voir ça. Ensuite, alors je vous ai dit qu'on crée des boîtes aux lettres, d'accord? C'est une des principales, demain, si vous êtes administrateur Exchange, c'est une des principales missions que vous allez faire, d'accord? Une des principales choses que vous ferez, c'est de créer surtout des boîtes aux lettres, d'accord? Donc pour cela, ça se passe souvent ici, dans destinataire, d'accord? Donc, alors on va peut-être redémarrer la VM histoire d'avoir, bon là c'est bon, ça m'a suivi, nickel. D'accord? Donc nouvelle boîte aux lettres utilisateur, d'accord? Donc là, il me propose deux choix. Où je mets l'alias, donc l'alias, je vous rappelle que c'est le nom qui se situe avant le domaine. Par exemple, je vais l'avoir ici. Ici, l'utilisateur, c'est thomas.cerf@cfr.local. Donc, son alias, c'est thomas.cerf. D'accord? Mais imaginons que je ne connaisse pas forcément son alias, je peux choisir de prendre un utilisateur existant. Donc, il est existant dans quoi? Il va se trouver où cet utilisateur? Quand je dis un Dans utilisateur la D. existant. Exactement. C'est l'AD qui va me fournir tous les utilisateurs. D'accord? Là, il m'en reste que deux, hein, parce que j'avais écrit que 3 utilisateurs. OK? Imaginons que j'ai envie d'ajouter celui-là. Je vais venir et je vais mettre OK. D'accord? Et là, il a récupéré l'utilisateur en question. D'accord? Donc là, techniquement, je peux créer une boîte aux lettres pour cet utilisateur-là. OK? Par contre, je peux faire autre chose. Je peux aussi dire que je vais créer un nouvel utilisateur. D'accord? Je peux très bien dire que je vais créer un nouvel utilisateur. D'accord? À votre avis, si je crée un nouvel utilisateur ici, il va être ajouté où? Dans l'AD. Dans l'AD. Et ça, c'est très, 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 très inquiétant. D'accord? Ça, normalement, on ne devrait pas pouvoir laisser n'importe qui ajouter des utilisateurs dans l'AD autrement que via l'AD. Donc ça, si je ne me trompe pas, c'est coupable par GPO. D'accord? En gros, vous allez arriver là et vous ne pourrez pas cliquer sur nouvel utilisateur. D'accord? Parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on aurait dû normalement laisser faire. Donc pour moi, c'est un mystère que Microsoft ils aient laissé là. Ok? C'est pas normal. Ok? Imaginons juste que je mette un utilisateur que j'appellerai IBM. Ok? Allez, je lui mettrai quelque chose comme ça.
Donc vous avez vu, hein, c'est un peu, ça ressemble exactement plus ou moins à ce que vous avez quand vous créez un nouvel utilisateur sur l'AD. Hein. Extraction enregistrée. Ça va mouliner un petit peu, je pense, parce que le réseau est très lent. Mais Oui, forcément, du coup, si on peut créer un utilisateur dans l'AD à partir de là, après, on peut se servir pour rentrer directement dans l'AD et donc dans le serveur. là, techniquement, j'ai créé un utilisateur, je vais donner des droits, donc techniquement, cet utilisateur-là, il peut se connecter sur les machines du domaine. D'accord? Alors, on va aller dans le domaine contrôleur. Alors, il se peut que ça mette un peu de temps à remonter, hein, parce que là, le réseau, il tourne pas fou. Mais là, si je me connecte, et que je vais voir tous les utilisateurs de l'AD, donc j'aurais dû vous montrer avant que cet utilisateur-là n'existait pas, hein, mais je n'avais pas cet utilisateur-là dans la base de données. Et là, j'ai bien un utilisateur IBM qui a été créé, d'accord, qui n'existait pas avant. C'est pas une faille de sécurité, ça? Oui, Je peux créer un utilisateur lambda et après je peux c'est rentrer dans une, l'AD, bidouiller, je peux faire ce que je veux en fait. ouais, c'est une énorme faille de sécurité. C'est la raison pour laquelle on ne confie pas l'administration de l'exchange à n'importe qui. Mais Et, évidemment, et est-ce que c'est toujours le cas? On peut toujours le faire sur la dernière version de l'Exchange? ah oui, toujours, 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 hein. Ça, y a pas de souci. Ouais, parce que ça, c'est la dernière version, là. C'est pas le Exchange 2019. Non, ça c'est de la 2016, mais sur le 2019, il y a aussi. Ouais, Hein. parce qu'on l'a fait, de toute façon, Philippe, sur le Exchange 2019. Je sais pas si tu te souviens. Il avait montré, Stéphane. On pouvait créer un utilisateur de Exchange, de la console Exchange. Donc ouais, ça c'est une grosse faille quand même, hein. D'accord? Bon après c'est une faille qui se comble, hein. C'est pas une faille non plus impossible à couper, c'est une faille qui se comble assez facilement. Mais oui, il faut bien le garder en tête que ça c'est possible. Euh, Il y a ce qu'on appelle aussi les stratégies d'adresse de courrier. Alors qu'est-ce que les stratégies d'adresse de courrier? Les stratégies d'adresse de courrier, en gros, c'est comment est-ce que vous voulez qu'on affiche vos adresses mail, ni plus ni moins. D'accord? Là, on est d'accord que là, ces informations-là, Jean.Dasso, ça a été récupéré depuis le prénom et le nom de mes utilisateurs qui étaient sur l'AD. D'accord? Techniquement, je pourrais très bien dire, finalement, j'ai pas envie que ça soit nom.prénom. Je veux qu'on fasse, enfin, prénom.nom. J'ai envie qu'on fasse l'inverse, par exemple. On pourrait très bien dire ça, par exemple. Hein. Si j'ai envie de modifier donc comment mon courrier va s'afficher, comment les noms de mes courriers vont s'afficher, pour cela, j'ai juste qu'à aller dans oula, on va ouvrir ça, on va remonter ça. Voilà, donc j'ai juste qu'à aller dans flux de courrier et ici stratégie d'adresse de courrier. D'accord? Là, j'en avais déjà mis une en place, hein, parce que je rappelle cette extension-là, j'avais déjà installé. Ok? Je peux très bien ou j'en crée une nouvelle, ou sinon ce que je vais faire, c'est que je vais modifier celle-là. D'accord? Je peux très bien décider de modifier celle-là, celle qui est par défaut. Ok? Et je vais décider que à partir de maintenant, eh ben, le format de l'adresse de courrier, ça sera, donc je vais, sur SMTP, je vais la modifier. Ça sera plus prénom.nom, mais je préfère que ça soit euh, plutôt dans ce sens-là. Voilà. Le nom avec juste l'initiale du prénom, par exemple. Voilà. Enregistré. Et à partir de maintenant, je veux que ça s'affiche comme ça. Donc je vais avoir un message d'avertissement, d'accord, pour me dire que quand même, attention, il faut bien penser à le mettre en mode appliqué, parce que là, il n'est pas appliqué, vous avez vu. Là, je suis dans un état non appliqué. Je viens de faire un changement, donc ce que je viens de faire n'est pas encore appliqué. Pour l'appliquer, il faut bien penser à venir cliquer ici, là, dans appliquer. D'accord? Il va me prévenir que ça peut prendre un certain temps. Pourquoi? Parce que
il va aller modifier le format des courriers sur tous les destinataires. D'accord? Donc, selon le nombre de destinataires que vous avez dans votre base de données, ça peut prendre pas mal de temps. Ok? D'ailleurs, la suite du message, elle disait quoi? Je sais pas si vous avez eu le temps de lire. Vous disait que si jamais si jamais cette opération devait se faire sur plus de 3000 utilisateurs, ben, il ne pourra pas le faire depuis la console ECP. Vous seriez obligé de passer par du PowerShell, qui est plus puissant pour gérer autant d'utilisateurs. D'accord? Donc là, on a appliqué la stratégie. Ok? Si je reviens sur la liste de mes boîtes aux lettres, je vais voir que les prochaines que je vais lancer, elles vont changer de nom. Alors, je vais peut-être juste le réinitialiser, parce que ça aurait dû changer même là. Alors, hop. Voilà. Alors, vous avez vu l'adresse de le courrier, elles ont complètement changé. Donc, pour IBM, c'est devenu juste I, parce que je rappelle qu'IBM, j'ai même pas mis de prénom. D'accord? Ce qui auparavant était Jean.Dasso, c'est devenu Dasso J. D'accord? Ce qui était Paul Dero est devenu Dero P. D'accord? Vous avez compris le principe. J'ai changé là. Donc, ça s'appelle une stratégie de courrier. C'est moi qui décide comment est-ce que je veux que mes mails, que mes adresses mail apparaissent. D'accord? C'est moi en tant qu'administrateur qui décide de ça. Ok? Ok. Bah écoutez, on va prendre la pause. On se retrouve dans un petit quart d'heure. Il ne reste pas grand chose à voir.